Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. On va parler aujourd'hui donc de l'importance de se concentrer sur la veille stratégique des fournisseurs. Alors, la stratégie d'achat, c'est une étape clé, hein. Elle permet d'avoir une vision du processus d'achat pour connaître la valeur ajoutée, la contribution des achats pour les résultats de l'entreprise en question. Et il faut définir aussi les besoins spécifiques de chaque famille d'achat, ce qui va permettre d'allouer les ressources et de privilégier un certain nombre d'actions. C'est une étape clé pour atteindre les objectifs et pour chaque famille d'achat, vous l'avez compris, il faut élaborer une stratégie d'achat spécifique en vérifiant à chaque fois l'alignement et la cohérence avec le plan stratégique de l'entreprise. C'est ce qu'on appelle la MVV, la mission, vision, valeur de l'entreprise. Donc la mission de l'entreprise, c'est euh, son pourquoi, sa raison d'être. Sa vision, c'est comment elle se voit à 5-10 ans. Ça doit être envisagé sur le moyen et le long terme. Et ses valeurs, ce sont ce qu'elle véhicule au quotidien auprès de ses clients et de ses prospects et de ses parties prenantes, dont les employés. Alors, la deuxième étape, ça consiste à effectuer différentes analyses. La première analyse, c'est l'analyse des besoins pour identifier les exigences du projet, faire le point sur les éléments attendus. Donc là, on va contextualiser le projet, on va analyser les attentes pour donner un cadre au projet. L'analyse marché, ça va permettre de comprendre le contexte du marché et c'est à ce niveau-là qu'on va vouloir aussi mettre une matrice SWOT pour comprendre l'entreprise à travers le marché des fournisseurs. Après, vous avez l'analyse du contexte macroéconomique qui est aussi important, sans parler évidemment de l'analyse des coûts, de l'analyse des risques et de l'engagement des dépenses. Donc c'est la matrice qu'on verra tout à l'heure qui est la matrice Kraljic. Eh bien, voici la matrice Kraljic, plus rapide que prévu. Donc cet outil est vraiment primordial pour la veille stratégique des fournisseurs parce que elle peut être définie comme une méthode de classification du portefeuille achat avec un objectif principal, c'est d'identifier le poids stratégique des différentes familles d'achat, à la fois sur le plan interne et sur le plan externe, pour donc être capable d'adapter sa stratégie d'achat. Deux objectifs bien distincts de cette matrice de Kraljic. Donc d'abord, c'est identifier les objectifs et les enjeux de chaque famille d'achat et ensuite déterminer les leviers spécifiques qui sont reliés à chaque famille, à chaque type d'achat. Alors là, je vous mets un schéma qui est la matrice en elle-même, la matrice de Kraljic. Ça permet de visualiser les différentes catégories de cette matrice. Donc chaque catégorie a ses propres caractéristiques et ses propres stratégies, hein. Donc vous avez l'achat simple, l'achat levier, l'achat critique et l'achat stratégique. Alors à quoi elles correspondent? En fait, les achats simples, ils ont peu d'impact sur l'activité de l'entreprise. Leur approvisionnement reste simple, par exemple les fournitures de bureaux. Quelle est la stratégie adéquate qu'on va pouvoir développer par rapport à ce type d'achat? On va essayer de rationaliser les produits, d'automatiser les processus et de contrôler les volumes. Maintenant, si on regarde les achats stratégiques, alors là, ces achats-là ont un impact décisif sur les achats leviers. Pardon, j'ai fait des achats simples, je suis sur les achats leviers. Donc, les achats leviers impactent décisif sur le business de l'entreprise et leur approvisionnement reste encore simple. Avec les achats leviers, il y a une bonne marge de manœuvre, il y a des opportunités de gains qui sont intéressantes. Et là, la stratégie adéquate qu'on va pouvoir développer avec les achats leviers, c'est d'exploiter la puissance de l'achat en mettant en concurrence les fournisseurs, en négociant ou alors en trouvant même des produits de substitution. Si on passe maintenant aux achats critiques, donc là, il y a un risque business faible sur l'entreprise, mais ce qui se passe, c'est qu'ils sont critiques parce qu'il y a un faible nombre d'acteurs sur le marché. Alors dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait? Il faut développer une stratégie adéquate pour garantir les volumes, pour piloter la relation fournisseur, pour sécuriser les stocks, les approvisionnements et mettre en place ce qu'on appelle des backups. Et ensuite, on va finir par les achats stratégiques en haut à droite.
Donc, les achats stratégiques, ça dépend de l'activité même de l'entreprise, hein. Il y a souvent des ressources rares ou uniques et des achats à fort enjeu pour l'entreprise qui sont dans cette catégorie-là. Qu'est-ce qu'on va développer comme stratégie adéquate? Ben, on va développer des partenariats fournisseurs, on va analyser le marché, on va envisager l'intégration verticale. Enfin, il y a tout un travail à faire par rapport à ça. Alors, pour la matrice de Kraljic, il y a plusieurs étapes. D'abord, on va commencer par collecter les montants d'achat de chaque famille du portefeuille. Après, on va évaluer le niveau de risque de chaque famille. Et pour finir, on va positionner chaque famille sur la matrice et on va identifier les types d'achats. Alors, voyons maintenant les risques liés aux fournisseurs. Parce que quand on traite avec des fournisseurs, il faut commencer par analyser le périmètre le périmètre de jeu, ce qui signifie d'analyser les facteurs de risque susceptibles de causer des effets dommageables pour l'entreprise. Les risques peuvent être multiples, hein. Ça peut être le pays, avec stabilité politique ou pas, ça peut être les frais de douane, ça peut être les taxes, ça peut être le niveau de rivalité, de concurrence entre les différents concurrents, le pouvoir de négociation des fournisseurs, des clients, la force concurrentielle, enfin. On peut aussi avoir des risques liés à la menace de nouveaux entrants, des produits de substitution. Donc, de toute façon, il va bien falloir se renseigner au niveau macro, mais également au niveau micro, il faut se renseigner correctement sur son fournisseur, hein. Donc là, je vous ai mis les éléments qu'on s'attendait à identifier au niveau d'un nouveau fournisseur, donc son chiffre d'affaires, son résultat net, et puis certains ratios qui sont très parlants, hein. C'est pour ça que je vous ai mis les ratios, je vous ai proposé le, le ratio d'excédent brut d'exploitation sur le chiffre d'affaires, le ratio du besoin en fonds de roulement sur le fonds de roulement. Après, il y a le ratio de la dette sur l'excédent brut d'exploitation. Voilà des chiffres qui sont parlants et qui permettent de mieux comprendre comment l'entreprise fonctionne et quelle est sa stabilité financière, sa santé en tout cas financière. Pour aller plus loin, vous allez vous renseigner auprès d'un certain nombre d'institutions, vous allez collecter des données, donc vous avez société.com, Infogreffe, et puis après vous pouvez faire des comparatifs de référentiels métiers qui vous permettent de mieux comprendre tel ou tel fournisseur en fonction de... Parce qu'il y a certains ratios, par exemple, je vous donne un exemple avec les ratios, certains ratios sont parlants en eux-mêmes. Non, en fait, les ratios, ils parlent en comparaison avec d'autres ratios. Et du coup, ce qui se passe, c'est qu'il est parfois difficile de comparer des types de fournisseurs complètement différents. Donc c'est pour ça qu'il va falloir aller chercher des comparatifs référentiels métiers pour voir comment le ratio que vous avez trouvé pour votre fournisseur parle en bien ou en mal, hein, mais de sa stabilité financière. Alors, ensuite, on a le cadre de référencement des fournisseurs qui dépend de la différenciation par l'expertise et on a une approche qui permet de voir les différents types de fournisseurs. Euh, donc vous avez le best in class, l'expert, le good deal et le à supprimer. Voilà un petit peu le type de sélection, enfin le type de fournisseur que vous pouvez trouver. Donc le best in class, lui, en fait, le best in class, c'est c'est le top du top, c'est le top du top, c'est-à-dire qu'il il va être bon et il va être pas cher. Euh, L'expert, il va être bon et il va être cher. Le good deal, il va être pas super bon mais pas super cher. Et à supprimer, c'est que la plupart du temps, c'est il est pas bon et pas cher. Voire bon, pas bon et cher, ce qui serait encore pire. Donc voilà un petit peu les différents types de fournisseurs qu'on peut trouver. Alors un autre outil intéressant, la matrice d'attractivité. Et là, ça vous permet finalement d'évaluer le niveau d'attractivité de l'entreprise vis-à-vis des fournisseurs, donc de votre entreprise vis-à-vis des fournisseurs, et plus généralement vis-à-vis du marché. Donc vous avez les comptes clés d'abord. Donc les comptes clés, c'est, par exemple, un compte clé, c'est un client important pour l'entreprise.
Et cette importance peut se mesurer en chiffre d'affaires ou en part de chiffre d'affaires total, hein, ça dépend un petit peu. Après, vous avez donc les comptes à développer. Donc, c'est des comptes qui sont là et qui demandent à être développés. Les comptes dilemme, c'est ça rapporte pas d'argent. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Et les comptes à faible intérêt, où là, on est beaucoup plus sûr qu'il faut les supprimer. Alors, les fournisseurs participent à l'élaboration de votre veille par à une contribution à deux niveaux. D'abord, niveau économique, la contribution économique recherchée. Donc, c'est envisager la réduction des coûts, hein, c'est les coûts fixes, les coûts variables, et quelle est la création de valeur de ce fournisseur-là. Pour les gains de part de marché, pour l'augmentation des ventes, pour l'accélération de la mise en marché. Voilà, tout ça, c'est des créations de valeur pour l'entreprise de la part d'un fournisseur, que peut constituer le fournisseur pour l'entreprise. Ensuite, le niveau d'intégration du fournisseur dans la chaîne de valeur de l'entreprise, c'est le deuxième niveau. Ça revient à se poser les questions suivantes finalement, qui est quelle est l'intégration dans les processus d'innovation, dans les processus de recherche et développement, de production, de services. Donc il faut voir comment ce fournisseur peut s'intégrer et contribuer. Alors, voilà maintenant le cycle de vie d'un produit sur le marché, une fois qu'il a été lancé. Ça vous permet d'avoir une vision globale, une fois que vous avez lancé votre produit. Et ça, c'est un outil fondamental qu'il faut connaître pour travailler les stratégies de pénétration de marché, pour après travailler sur sa longévité, quand on est déjà installé sur le marché. Et finalement, le processus, le cycle de vie d'un produit, c'est l'ensemble de toutes les phases qu'il va traverser depuis sa conception jusqu'à son extraction du marché, jusqu'à ce qu'on ne vende plus. Donc il y en a deux avant la création, qui est l'idée et le développement. L'idée, développement, et ensuite vous en avez quatre. Donc le lancement, et puis les trois que vous voyez sur la slide, donc la croissance, la maturité et le déclin. Donc nous, on s'intéresse évidemment seulement au post-lancement, puisque on est là pour la veille fournisseur, donc on n'est pas là pour réfléchir à la façon dont ça s'est passé en amont, c'est une fois que c'est lancé sur le marché. Donc si on regarde la phase de croissance d'abord, donc c'est la période d'accélération des ventes, et c'est normalement la période du cycle de vente qui permet de rentabiliser les investissements qui ont été réalisés plus tôt. Et c'est là également que la concurrence se manifeste. Donc il est judicieux d'adopter sa méthodologie de conquête de parts de marché et son mix marketing pour améliorer son produit, conquérir de nouveaux segments. Il faut le temps presse là. Donc la croissance est l'étape stratégique du processus. C'est un moment où l'entreprise peut réellement se démarquer de la concurrence à travers son image de marque, à travers sa relation avec les clients, et ça peut être aussi son positionnement. Ensuite, vous avez la période de maturité. Donc là, c'est la période pendant laquelle la demande et les profits sont les plus importants. Le taux d'utilisation du produit est à son maximum, mais c'est aussi à ce stade que la concurrence est la plus exacerbée. Donc pour se différencier dans cet environnement concurrentiel, il faut relancer la publicité, analyser la satisfaction des clients pour maximiser cette satisfaction client et retarder au maximum l'étape de déclin. Donc, c'est plus que jamais nécessaire de mettre en avant la position distinctive de l'entreprise à ce moment-là. Et après, vous avez l'inévitable déclin. Ça, c'est donc la fin de vie du produit. Ça se traduit par une diminution des ventes ou une stagnation à un niveau très bas. Et l'entreprise donc a deux choix. Je décide soit de booster ma com, mon marketing pour essayer de relancer les ventes, soit je retire du marché le produit. Et je crée une nouvelle gamme, peut-être plus en négociation avec les attentes de la clientèle. La plupart du temps, le déclin est engendré par les changements de coûts et de pratiques des consommateurs, de goût et de pratiques des consommateurs. Et aussi, c'est amené par des phénomènes de mode. Ou alors, ça peut être l'arrivée de produits de substitution. Ça dépend. Donc, changement de goût, changement de pratique, phénomène de mode ou arrivée de nouveaux produits de substitution. Donc, pour un responsable marketing, c'est important de connaître la durée de vie prévisionnelle de son produit et de savoir où est-ce qu'il se situe, dans quelle phase il se situe. Parce que
les produits n'ont pas tous la même durée de vie et il faut savoir s'adapter et anticiper. Donc ça permet d'obtenir finalement des informations pour adapter sa stratégie en analysant le processus. Ça permet de maximiser ses actions stratégiques, ses moyens de communication. Et au fil du temps, en comparant le volume des ventes, on va pouvoir mettre en œuvre une stratégie marketing qui va être cohérente et efficace à chaque étape du processus. Alors voyons maintenant l'analyse du portefeuille client. Donc, qu'est-ce que ça permet? Ça permet à l'entreprise d'évaluer la valeur commerciale de ses clients, d'orienter ses plans d'action, ses investissements, ses ressources en vue de booster son développement. Et cette approche, ça se limite à distinguer parmi la clientèle ceux qui ont plus de valeur en matière de chiffre d'affaires. Donc l'entreprise doit maintenant se concentrer, ou en tout cas concentrer son action commerciale sur ses meilleurs clients ou ses comptes clés, ce qu'on a vu tout à l'heure dans la matrice, soit avec du temps alloué à la gestion, un peu plus de temps alloué à la gestion, soit un effort de fidélisation, l'octroi d'avantages divers et variés ou l'élargissement du service après-vente. Alors, le recensement des besoins à servir. Là, on est dans le questionnement quintilien. Qui, quoi, qui, combien, comment, enfin vous connaissez ça mieux que moi, donc c'est qui achète quoi, chez qui, combien et quand. Voilà le recensement des besoins. Ces informations vont être capitales parce qu'elles vont permettre par la suite d'adapter au mieux la stratégie. Et procéder à un état des lieux, ça permet de se rendre compte des problèmes qui sont rencontrés, ça permet aussi de se rendre compte des avantages, et c'est essentiel pour anticiper les besoins futurs et adapter encore une fois sa stratégie et surtout minimiser les pertes. Alors pour procéder au recensement des besoins, il y a de nombreuses sources différentes qu'on va pouvoir aller chercher, mais ça c'est surtout c'est une étape vraiment indispensable pour pouvoir avancer. Sinon, vous risquez de rester sur vos croyances. Et la plupart du temps, les croyances sont en dichotomie, enfin sont déconnectées finalement du terrain et de la réalité. Donc voilà, on revient à ces questions-là auxquelles il va falloir répondre. Donc quoi, c'est quel produit, quelle prestation, quel article, qui ce sont les utilisateurs, hein, quels utilisateurs, chez qui, donc ça ce sont les fournisseurs, combien, donc c'est les montants annuels facturés, alors que ce soit les prix unitaires, les prix annuels, que vous pouvez calculer ça au kilo, au mètre carré, au kilomètre linéaire, en heure, en jour, comme vous voulez. Et le comment, c'est les conditions contractuelles caractéristiques du type d'achat concerné. Donc, il y a trois notions qu'on va devoir garder en tête pour le recensement des besoins. D'abord, le système d'information de l'entreprise, ce qu'on appelle alors ERP c'est en anglais, hein, Enterprise Resource Planning, mais en français c'est Logiciel de gestion intégré, PGI. Donc c'est un système d'information qui va permettre de gérer et de suivre au quotidien l'ensemble des informations et les services opérationnels d'une entreprise. Donc en cas d'impact d'un module, ben, l'information va être mise à jour. Ça garantit finalement un audit. C'est tout le temps facile de retrouver et d'analyser finalement l'origine de chaque information. Ça couvre l'ensemble du système d'information de l'entreprise et ça garantit surtout l'unicité des informations. Hein, il y a une seule base de données et donc ça va permettre de remonter, vous avez une traçabilité des problèmes. Et après, il y a une deuxième chose qui est importante, c'est l'épluchage des factures. Bon, ben ça, malheureusement, c'est quelque chose de chronophage, mais qui permet, qui est un bon indicateur pour comprendre et recenser les besoins si l'entreprise n'est pas dotée d'un système d'information. Et la troisième chose, c'est l'interrogation des utilisateurs pour essayer de répondre au mieux aux besoins des utilisateurs. Alors, le classement par famille d'achat, c'est pas un outil, c'est une structure des familles d'achat. Hein. Ce sont des regroupements au sein du portefeuille. Ça peut varier selon le profil de l'acheteur et la maturité d'achat de l'entité. Alors, pourquoi est-ce qu'on met en place ce classement par famille ?
parce que ça va dépendre finalement de chaque acteur et de chaque structure. Ça va dépendre de la vision de l'acheteur, hein. Donc c'est pour ça que c'est important de voir que c'est très personnel comment, par rapport à l'acheteur, ces histoires de famille et de sous-famille. Donc l'idée c'est de, de comprendre qu'il y a un sentiment d'urgence à bien utiliser les ressources. Alors, c'est très difficile de motiver les autres services que les achats comment dire, à être, à bien faire attention à ce qui se passe à ce niveau-là. Et c'est vrai que le suivi des fournisseurs, du coup, ça va tout le temps revenir dans le service des achats. Et donc, plus c'est hiérarchisé et plus ça va être facile, à suivre, hein. On va suivre facilement avec un tableau de suivi des dépenses. On va facilement pouvoir suivre les familles et les sous-familles et mettre le doigt sur des possibles anomalies. Donc, finalement, comment ça va s'utiliser? On va d'abord commencer par récolter la donnée brute, donc extraction des commandes passées, par exemple. On va essayer d'aller le plus loin possible dans l'historique. Et bon, pourquoi pas d'ailleurs faire l'extraction directement de la comptabilité. Alors, normalement, ça ne demande pas trop de travail et ça permet finalement d'aller chercher l'information au plus proche de la réalité. Et ensuite, une fois que vous avez cette information-là, il va falloir faire un regroupement en fonction des catégories. Alors, chacun va vouloir mettre sa patte là-dessus. Vous avez des catégories diverses, comme on peut par exemple les grosses catégories, ça va être les achats directs, les achats indirects, les services. Enfin, c'est vraiment, il y a une classification. Celle que je vous donne, c'est la classification la plus usuelle, mais maintenant, comme je vous le disais, chaque acheteur va avoir sa propre manière de travailler. Et ensuite, il va falloir proposer une liste de sous-familles, hein. Donc, il faut décomposer en fait les premières familles en fonction des produits, de la matière et pourquoi pas des clients, des fournisseurs. Donc, il n'y a pas vraiment de règles, mais il faut suivre une certaine logique. Il ne faut pas faire n'importe quoi, il faut qu'il y ait une certaine logique. Et après, il y a la dernière étape, c'est l'étape de la communication. Donc, il faut communiquer sur votre manière de faire, sur votre nouvelle catégorisation. Et donc, il va falloir vendre ça aux autres services. Donc ça, on l'a vu, les achats directs, les achats indirects. Alors, si on regarde un petit peu ce que ça peut, ce que ça peut représenter, donc les achats directs, c'est qui sont directement intégrés aux produits et prestations qui sont vendus au client final, et indirects, c'est plutôt les achats pour le fonctionnement de l'entreprise, hein. Ensuite, vous avez les... Alors voilà un exemple de classification, par exemple. Des exemples de classification. Donc, entreprise industrielle qui va parler d'achat direct, d'achat de fonctionnement, d'achat de transport, d'achat en marché de compensation. Ça, c'est une entreprise industrielle. Et pour une entreprise de restauration, ça va être des achats directs, des achats de support à la vente, du consommable, du matériel, etc. Donc voilà comment ça peut se faire. Alors, à présent, il y a un outil qui va pouvoir s'avérer utile pour nous en tant qu'acheteurs, c'est la priorisation à l'aide de Pareto. Donc, la loi de Pareto, communément appelée le 81, c'est un principe donc, qui s'applique dans différents domaines et qui consiste à l'observation à laquelle Pareto est arrivé, c'est-à-dire de dire que 80% des effets sont le produit de 20% des causes. En gros, c'est comme ça que ça se. Donc, c'est un économiste italien, Vilfredo Pareto. Et cette loi-là nous sert beaucoup au niveau des achats et ça se retrouve beaucoup dans plusieurs aspects, disons, de l'entreprise. Alors, ça se retrouve au niveau des ventes parce que vous avez 80% du chiffre d'affaires qui va être réalisé par 20% des clients. Ça se retrouve aussi dans le SAV, le service après-vente, où vous avez 80% des réclamations qui proviennent de 20% des clients.
Et vous avez aussi le cas dans l'efficacité au travail où 80% des résultats obtenus le sont par seulement 20% du travail. Vous voyez, donc c'est toujours important d'avoir cette loi en tête pour pouvoir voir comment organiser tout ça. Alors, voici un mode de classement des items avec la catégorisation ABC. Vous avez donc la catégorie A qui va être 20% des produits qui vont représenter 80% du chiffre d'affaires. La catégorie B, c'est 30% des produits qui vont représenter 15% du chiffre d'affaires. Et la catégorie C, 50% des produits qui vont représenter 5% du chiffre d'affaires. Donc vous voyez, encore une fois, il y a cette inversion. Et là, c'est vrai, au-delà du 80-20, ça nous permet d'identifier deux autres sous-catégories. Alors, les plans d'action. Comment établir son plan d'action? Alors, après tout le travail en amont sur la classification des familles, il va falloir mettre en place un plan d'action par famille. On va identifier des familles prioritaires et il va falloir développer un plan d'action avec leur axe stratégique. Donc, vous avez deux objectifs finalement avec ce plan d'action. Le premier, c'est décliner l'axe stratégique de chaque famille. Et le deuxième, ça va être de dimensionner les ressources à utiliser. Alors, pour finir, je vous propose ici une checklist des moyens et des bonnes pratiques à mettre en place pour, disons, standardiser les besoins, parce que ça permet de simplifier le processus d'achat global en diminuant la diversité des pièces achetées. On peut mettre en place des catalogues produits. C'est un des canaux qui est encore les plus efficaces pour informer les clients sur l'offre de l'entreprise, tout en respectant les règles de base pour bien transmettre l'univers de la marque en même temps. L'idée, c'est aussi de globaliser en massifiant par site et par fournisseur dans la mesure du possible. Anticiper les besoins par une veille technologique, définir aussi ses objectifs, sélectionner ses sources, utiliser des outils pour organiser ses temps de veille. Ensuite, l'idée, c'est aussi de regrouper et d'externaliser certains achats simples. L'externalisation des achats, ça peut réduire les coûts d'approvisionnement, ça peut réduire les investissements personnels, ça peut réduire les investissements fixes, les risques d'approvisionnement, ça permet d'améliorer l'efficacité de la gestion des achats. Et ensuite, l'idée, c'est aussi de se dégager des fournisseurs peu performants, tout en sélectionnant et en qualifiant de nouveaux fournisseurs. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite une très bonne fin de journée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.